Ça, c'est génial de finir sur Coluche. Est-ce que tu aurais pensé un jour dans ta vie finir un podcast sur une citation de Coluche? Non, non, mais voilà. We don't do A/B testing and other experiments. Donc le test A/B, c'est un truc de marketeur, ça. Le fait de tester une page web avec une certaine disposition et puis tester 10 jours plus tard ou sur un autre segment la même page mais ordonnée différemment. Ça se fait beaucoup en marketing, donc pour moi, c'est pas non plus le truc anti-éthique au possible, voire même pas du tout, hein. C'est juste le fait de... Pour moi, le marketeur se remet en question constamment. Il est obligé de mesurer des choses pour arriver à un résultat qu'il souhaite, quoi. Donc, s'il y a une page web qui fonctionne pas, c'est normal de mesurer un petit peu pourquoi ça marche pas, pourquoi on clique pas, est-ce qu'il faut mettre le titre plus gros, est-ce qu'il faut le mettre plus bas, est-ce qu'il faut le mettre plus haut, est-ce qu'il faut mettre un call to action tous les 500 caractères, etc. C'est des choses qu'il faut tester. Donc moi, j'ai aucun problème avec les tests AB tant que c'est pas au détriment du consommateur, du visiteur et du consommateur, quoi. Bah oui, clairement, je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus. C'est peut-être lié au fait de traquer le A ou le B, mais sinon, je sais pas, il y a peut-être un petit côté, je vais dire, naïf ou quoi, à vouloir refuser ça, parce que je trouve ça plutôt sain. Alors, à moins que tu aies des convictions absolues, mais je trouve ça plutôt sain. Mettons, tu es en train de travailler sur une recette, tu vas peut-être au début faire goûter deux déclinaisons à des barman et voir laquelle remporte le plus l'adhésion, quoi. Tu vas aussi suivre un peu ce genre de truc, donc je trouve ça quand même intelligent de le faire. Je t'avoue, là, sur ce point-là, je comprends pas trop l'idéologie qu'il y a pour ne pas le faire. Enfin bon, ça part un peu du principe que on a déjà une compréhension absolue de ce que veulent les gens et du coup on leur délivre, je sais pas. Enfin, il parle de Ouais. gut feel, donc c'est un peu, ça reste quand même Je pense qu'il pas part du très principe pragmatique, mais que c'est des développeurs, ils ont fait un outil en se prenant la tête sur rien d'autre, ce qui, je pense, n'est pas forcément vrai à 100%, parce que forcément, le site reste quand même clean et beau pour un site d'outils, pour un software. Mais et après, enfin ouais, le A/B testing, on est obligé de le mettre en place quand tu as Mailchimp ou n'importe quel ConvertKit ou n'importe quel outil de marketing, de email marketing. Euh, Tu traques les gens sur ce qu'ils cliquent, tu les changes de liste en fonction de ce qu'ils cliquent, etc. Pour moi, si c'est toujours dans l'idée finale d'amener au client ce qu'il veut voir, ce qui pourrait l'aider, etc. Euh, Si on vient en aide au client comme un peu un justicier le ferait en douce, mais pour la bonne cause, j'y vois aucun inconvénient. Après, si c'est pour traquer chaque fait et geste pour après inciter à vendre tel ou tel prestat, tel ou tel produit, etc. Après, on reste un business. Il faut toujours vendre, sinon on n'a plus de business, on n'a plus d'argent. Mais il faut faire la part des choses. je relis le truc un peu là et en fait je réalise, ouais, il le dit, l'idée c'est qu'ils cherchent pas à rendre leurs produits toujours plus addictifs en testant tout le temps le petit tweak, le petit truc qui fait que les gens vont revenir absolument, et ils disent take an action they otherwise might not have taken. En gros, le côté on t'a manipulé à utiliser ce produit alors que en fait t'en avais peut-être pas besoin. Mais voilà, si je suis un peu cynique et que j'en reviens à ma marotte, c'est un peu comme si demain tu faisais justement un A/B testing avec une bouteille de flotte et que dans un cas tu dis tiens, tu dis tiens, je vais te servir un Red Bull vodka sans alcool ou alors un Red Bull avec de l'eau. Qu'est-ce que tu prends?
Voilà. Là, tu peux faire un A/B testing, je pense, très, très simple. Il y a 0% des gens qui vont dire qu'ils vont prendre un Red Bull coupé avec de l'eau, alors qu'un Red Bull vodka sans alcool, ils vont le prendre. Mais le petit truc, c'est que c'est la même chose. Voilà. Mais T'as bien choisi ton clan. donc voilà. Donc peut-être le côté manipulation, A/B testing. Bref, ne faites pas ça. Hein. Ne me piquez pas cette idée, elle est nulle. Ouais, peut-être qu'on va en faire un produit plus tard. Donc, elle est à nous, voilà. cette idée. Elle n'est pas à prendre. On la met Voilà, plus, je pense, sur Internet en espérant que personne ne le fasse. Mais voilà, vodka Red Bull sans alcool, je crois, ouais, tu peux vendre ça 10 balles, alors que l'autre, on va te dire, va te faire voir, quoi. C'est Mais clair. bon, dans les faits, tu bois la même chose. Alors, Bref. we don't try to get you on a sales call to test our product. Alors ça, c'est un bon gros point aussi. Alors, on peut en revenir à ce qu'on disait un petit peu avant sur le fait de venir faire chier les gens, clairement, sur LinkedIn, par mail, etc., pour te demander une demi-heure, voire 1 heure de ton temps, alors que généralement, tu n'as jamais le temps, pour tester un truc dont tu t'en fous royalement. Donc, je pense que tu dois être bien placé pour recevoir ce genre d'offre aussi. Non, ça va. Tout va bien. Mais ouais, l'idée, c'est pas de faire perdre du temps aux gens, c'est de leur apporter de la valeur ajoutée, mais sur quelque chose de positionné, de niché, sur quelque chose dont ils ont besoin. Donc ouais, pour moi, ça fait sens. On va pas faire Après, des cold calls, comme on dit. Je pense qu'il y a quand même une grosse différence ici, c'est que quand tu fais de l'analytics ou quoi, tu es plus sur un besoin très, je sais pas, c'est très pragmatique, c'est tu veux mesurer quelque chose. Voilà, et du coup, toutes ces démarches-là sont un peu, comment on dit, bon, elles te saoulent, quoi. C'est intrusif ou je sais pas, tu vois, tu t'en fous, et effectivement, tu essayes de me vendre un aspirateur, c'est la même chose. En revanche, dans le cas des spiritueux, là où je pense que c'est plus pertinent, c'est que justement, tu es plus sur un produit, je vais dire, passion, entre guillemets, ou un produit plaisir, tu vois, ou convivial. T'es pas dans la même démarche. Du coup, là, c'est pour ça que les testings, ça marche aussi bien. C'est que, effectivement, tu as peut-être. Des fois, il y a des gens, ils demandent, hein, ils veulent que pendant 30 minutes, on leur explique l'histoire du produit. Et il y en a d'autres, c'est plus juste, en fait, tu me fais tester ton produit, et puis c'est le côté plus émotion qui va parler, qui fait, OK, j'ai envie d'en prendre 6 caisses, ou non merci, quoi. Donc je pense qu'il y a quand même, c'est là le gros point de différence entre les deux business, mais voilà. Et puis là, ils parlent aussi sur ce point-là. En gros, ils font pas de webinaires qui finissent sur un produit, ils font pas d'offres spéciales qui finissent sur un PDF à télécharger ou choses comme ça. Moi, personnellement, pour mon business, ça ne marcherait pas parce que dans ce monde du tout gratuit, on est obligé de faire comme ça. Si on veut arriver à attraper des gens et voilà, ça s'appelle le lead magnet. C'est tout simplement le fait d'offrir quelque chose gratuit pour petit à petit arriver à un tunnel de conversion qu'on appelle funnel dans le jargon marketing. Clairement, c'est ce que je fais avec Studio Black Sounds parce que tu es obligé de leur donner un petit truc pour qu'ils voient ce qu'il y a derrière. Donc, moi, j'offre une formation gratuite sur plusieurs mails. Une fois que c'est fini, je leur propose un workshop éventuel qui a un tarif, voire une prestation, etc. Je ne vois pas comment on pourrait s'en passer en tant qu'agence de com. C'est une manière d'accrocher les gens, c'est une manière de leur faire voir qui t'es, comment tu travailles aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui t'appellent en te disant
j'aimerais bien connaître vos conditions, savoir comment vous travaillez, etc. Et le fait de lire ce genre de séquence mail, bah, tu commences Hmm. à comprendre un petit peu qui est la personne en face de toi, comment elle travaille, ce qu'elle pense, ses convictions, etc. Donc, je pense pas que ça soit nécessairement une mauvaise chose, et d'autant plus que c'est gratuit. Donc là, pour le coup, tu as juste à mettre ton mail et puis te désinscrire si jamais ça te saoule. Donc, c'est pas quelque chose dont je pourrais pas faire autrement, clairement. Donc, moins d'accord avec ce point-là, de mon point de Hmm. vue. Moi, si je ramène ça au SPI, on va dire ton lead magnet, c'est le sample. Ouais. Mais du coup, c'est beaucoup plus binaire. Hein. Tu goûtes, t'aimes pas, ou ça passe pas. Enfin, si t'as un bar, ça passe pas pour tes cocktails, ou t'as déjà tout ce qu'il faut dans ce genre-là, ou voilà. Ou alors c'est juste une question de prix aussi, hein, des fois. Hein. Des fois, il n'y a même pas besoin de goûter, c'est juste. ça se joue en fait au prix. Voilà, du coup, le sample, ça fait office de lead magnet. Et après, t'as le côté masterclass qui se fait beaucoup dans les SPI, Ouais. qui pourrait être associé à ça. Un Et qui, du webinaire. coup, ouais, enfin, webinaire, ou tu vois, en physique, où tu t'amènes X des barman. T'amènes des barman dans un lieu, tu leur expliques ton histoire, ta marque, tu fais goûter. Enfin, ça marche bien. C'est, je pense, plutôt efficace. Ça crée du lien, au contraire. Hmm. Là, je pense que tel que le formule, c'est plus un blocage par rapport à une démarche beaucoup plus commerciale, tu vois, du mec qui met le pied dans la porte, t'es caviste, il y a le commercial qui arrive le samedi après-midi vouloir te caser son produit alors que t'as juste autre chose à faire. C'est le samedi après-midi, il y a des clients et tout. Même chose dans un bar, le mec arrive, je suis ambassadeur de machin, tu vois. Sauf que toi, t'es es en train de gérer des clients. Enfin bref, et personne n'a pris de rendez-vous. Enfin bref, Hmm. je pense que c'est plus ça. Mais après, dans l'absolu, ça reste plutôt ça. Ouais. Ouais. Et Il toi, faut tu vois la pas, il faut différence pas négliger. entre une masterclass payante et gratuite dans ton monde des spiritueux? Je saurais pas te dire clairement. Euh, Est-ce que tu vois beaucoup de masterclass payantes sur le marché? J'en ai vu passer quelques-unes, ouais, pendant le Covid et tout. Mais je t'avoue, c'est un truc, ça pour le coup, ça m'échappe totalement. Que je suis plus habitué aux masterclass pour des professionnels, où du coup, l'idée, c'est citer pour des barman, le but, c'est évidemment de créer de la connivence avec la marque pour que peut-être un jour tu stockes telle marque dans ton bar. Si c'est avec des journalistes, c'est pour proposer une expérience cool qui fait qu'ils auront peut-être spontanément plus envie d'en parler dans leur journal, dans leurs médias. Les masterclass payantes, par contre, ça va s'adresser plutôt j'imagine, à des geeks qui veulent aller plus loin dans le produit, ou qui sont contents de pouvoir discuter ou de poser leurs questions en direct avec, je sais pas, le maître distillateur, le maître assembleur, ou que sais-je. Mhm. Et il y a peut-être moins une démarche, peut-être la démarche est moins, je sais pas. Voilà. Puis après quand tu as des masterclass plus en physique, je pense, même quand elles sont payantes, ce que j'ai déjà vu faire, et qui est plutôt malin, c'est que tu fais payer la masterclass. Mais à la fin de la masterclass, mettons, tu fais ça chez un caviste. Le caviste, à la fin, il fait bah maintenant, enfin, si vous voulez acheter un produit vous a plu, vous voulez l'acheter, bah, on vous rembourse les frais de la masterclass, quoi. Hmm. Du coup, tout le monde est gagnant. Tu vois, soit tu as payé la masterclass, et en gros, c'est légitime. Tu vois, si quelqu'un a donné de son temps et tout, enfin, je sais pas, après, ça dépend dans quelle mesure c'est commercial comme discours ou quoi. Mais sinon, si à la fin tu es convaincu que tu achètes le produit et qu'on te rembourse, enfin, tout le monde est content. Voilà. Ok, ça marche. Le point suivant, il ressemble un peu à We don't have a fancy email sequence to Mm. nurture
you into paying. Ouais, donc on n'a pas de séquence email fancy pour dans ton fil d'actualité. Bah, moi, c'est ce que je fais avec Studio Black Sound et mes formations gratuites par mail. Je trouve ça cool. Point Ouais. barre. Et Ouais, mais là, moi, ce que j'aime bien de la logique ici, c'est juste, bah voilà ce qu'on fait. C'est une proposition, t'aimes pas. Voilà, en tout cas, on va pas te saouler plus que ça. On va pas chercher à te convaincre davantage que ça. Et si tu l'appliques à des SPI, bah pour moi, c'est typiquement une dégustation où tu fais goûter à quelqu'un, c'est une proposition. Il peut aimer, il peut ne pas aimer. Après, tu vois, les goûts et les couleurs. Et t'es pas là. Enfin, pour moi, c'est sain si t'es pas dans une logique à vouloir absolument convaincre la personne en face que ton produit est meilleur que pour tel ou tel argument rationnel ou non. Au final, à la fin, ça reste une question de goût et d'affinité personnelle, quoi. Tu t'aimes Ouais, j'ai pas. envie de Enfin dire, bref. ça dépend de ta mission aussi. Si tu es sur une mission d'enseigner, d'éduquer les gens, de créer des marques plus éthiques dans le futur, plus responsables, toi, avec ta newsletter, tu as une mission d'éducation aussi et d'arriver à ce que la personne ait le maximum de valeur ajoutée sans perte de temps. Tu donnes aussi 2 formats différents. Tu as le format écrit pour ceux qui aiment plus lire et voir, et tu as le format podcast pour ceux qui veulent écouter ça en allant courir ou en cuisinant. Donc, au final, c'est des choses très cool. Donc, c'est du bonus pour moi, pour les gens Oui, bah de ce domaine-là. la démarche, c'est ça. Hein, de toute façon, tu peux la tester avant. T'aimes bien, tant mieux, tu restes. T'aimes pas, il n'y a pas no offense, quoi. Il n'y a pas de souci. Je chercherai pas à te convaincre davantage, quoi. Après, c'est chacun fait ce qu'il veut de son temps. Moi, je suis convaincu que le service est assez cool pour que tu aies envie de rester dessus. Et je pense que la logique est la même quand tu fais un spiritueux. Tu peux pas toucher tout le monde, quoi. Donc il faut trouver les bonnes personnes et puis toujours on en revient toujours à ce côté, pour moi, bouche à oreille, d'en faire des ambassadeurs naturellement, les gens, parce qu'ils sont convaincus, et ça aura plus de puissance que juste s'ils ne font que débiter un discours prémâché parce que c'est rationnel de dire que ce truc-là est meilleur que tel autre, quoi. Des fois, c'est bien de se mettre en situation, qu'est-ce qu'on aurait fait il y a 30 ans quand le bouche à oreille était le truc unique. Dans n'importe quel métier, c'était local, on regardait dans le bottin, dans l'annuaire pour voir tel artisan, et puis on en parlait autour de nous, et puis ça restait très local et très, très sain. Et des fois, je me demande pour certains jobs clients, OK, et si on était 30 ans ou 50 ans plus tôt, comment on ferait? Ils Et écrivaient des lettres. ouais, peut-être que ça va revenir. Hein. Mais c'est vrai, c'est On ça. sait pas. C'était les pubs, c'était les mecs écrivaient des courriers. Les courriers. Ouais. Et bah tiens, on en revient un peu à ça. C'est un peu les génies du copywriting, je sais pas, dans les années 60-70, qui faisaient de la vente par correspondance. Ils jouaient beaucoup là-dessus. C'était soit tu avais la stratégie, tu vas photocopier la même lettre et tu l'envoies à 10 000 personnes, ou alors tu vas l'écrire à la main, tu vas la mettre dans une belle enveloppe et tu vas écrire l'adresse à la main. Et déclencher d'autres facteurs psychologiques, parce que les gens, quand tu reçois tes courriers, tu reçois des courriers, je sais pas, des impôts, des trucs administratifs, EDF et tout, versus tu reçois une carte postale, dès que tu as ouvert ta boîte aux lettres, tu sais lequel tu as envie d'ouvrir ou de lire, et lequel tu vas mettre de côté. Et du coup, des mecs avaient compris ça. Les mecs qui ont compris ça, les premiers, ils écrivaient à la main, ils mettaient un joli timbre, ce qui fait que le courrier passait le filtre anti-spam de l'époque, qui faisait que des courriers finissaient à la poubelle ou non, quoi. Et je pense
enfin, si j'en reviens au SPI, il y en a qui jouent là-dessus sur les étiquettes quand ils écrivent les numéros de batch à la main, des choses comme ça. Ouais, exactement. Ça fleure tout de suite plus l'artisanat, quoi. Ouais, carrément. Bonne analogie. Il y a beaucoup dans le packaging design aussi de choses un petit peu vintage, nostalgiques, en mode carte de voyage, timbre poste et choses comme ça. Je pense qu'il y a peut-être une nostalgie du monde d'avant qui se met en place. C'est aussi des tendances, des inspirations à garder en tête. Mais ouais, du coup, la clé, c'est la personnalisation. Je pense que c'est ça. Si on revient aux séquences d'email, le souci, c'est qu'elles sont pas personnalisées. Tu sais, tu comprends très vite que c'est une séquence qui est envoyée avec un rythme prédéfini et que, enfin, voilà quoi. À la limite, les plus malins, ils vont t'envoyer le 3e mail que si tu as ouvert le 2e. Et puis il y en a, ils cherchent même pas, ils t'envoient toute la séquence. Bref. Après, tu vois, moi, je suis plus partisan par exemple, quand j'envoie ma séquence, j'envoie toute la séquence. Après, il y a des gens qui sont revenus vers moi et qui m'ont honnêtement dit qu'ils comptaient la lire, mais qu'ils avaient tout mis de côté pour quand ils en auraient besoin. Donc, des fois, tu peux aussi tout envoyer et les gens, enfin, moi, le premier, on reçoit combien de mails de gens, de newsletters qu'on met de côté et qu'on lit que quand on a le temps. Pas la mienne, s'il vous plaît. Pas celle de Fred, non, c'est sûr. Mais voilà, ça peut arriver aussi que les mecs mettent juste de côté ton truc et ils l'ouvrent quand ils en ont vraiment besoin. Ça fait sens aussi. Alors, c'est moins cool pour les performances mail et les taux d'ouverture et de clic, mais en tout cas, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Point suivant. Ça roule. We don't try to engage you after you sign up for our product. Donc ça, c'est assez drôle comme ils mettent ça. En gros, ils disent une fois que vous avez subscribe, vous n'entendez plus parler de nous. Ouais. J'aime bien ce côté clair, cash et pour moi, ça solidifie un peu encore plus leur positionnement. Il n'y a rien besoin de faire. En fait, c'est pas compliqué. C'est pas. Et j'apprécie cette caritude assez droite qui déborde pas. Je trouve ça cool. Après, je le fais pas moi. Moi, j'aime bien dans le sens où ça renforce le côté que si t'adhères au produit, ça renforce le côté que ton adhésion va être encore plus puissante. Ce côté ambassadeur, tu vas l'avoir non pas parce qu'on t'a relancé régulièrement, non pas parce qu'on t'a balancé du contenu, des trucs jolis pour faire hey, coucou, on existe, voilà. Et peut-être ce que font des marques, des fois, tu vois, ils t'envoient des recettes de cocktails toutes les semaines, mais c'est juste hey, coucou, on existe, tu vois, alors que t'en as pas forcément besoin, tu vois. Si t'apprécies le produit, bah, tu l'apprécies tranquille, à ton rythme. T'as pas besoin qu'on te rappelle toutes les semaines et qu'on te guide comment le boire, comment machin. T'as pareil peut-être en dégustation, tu vois, on te fait goûter un truc et la personne veut absolument savoir immédiatement qu'est-ce que t'en penses, est-ce que ça te plaît, tu vois, alors que tu peux aussi des fois être juste dans une démarche, tu goûtes et je sais pas, t'es sur autre chose, quoi. T'es dit ok. Tu le gardes en tête et peut-être tu vas y revenir plus tard parce que ça sera peut-être plus pertinent à ce moment-là. Peut-être que, enfin, tu vois, pas toujours obligé de te décider tout de suite finalement. Ouais, après c'est bien aussi d'avoir des tips ou des astuces ou comment utiliser tel produit en cocktail ou tel produit en mocktail. Je pense que c'est toujours bien d'avoir des astuces de quelqu'un qui a fait les choses pour toi à ta place un peu plus tôt. Donc pour moi, c'est oui et non. Oui, dans le sens où tu as une idée définie et on t'aime pour ça. Ça, je trouve ça très cool. Non, dans le sens où des fois, ça fait sens de juste guider les gens aussi vers une démarche. Mais c'est. Vers ce qu'ils veulent. Au final, tu reviens toujours à qui tu cherches à toucher, quoi. Est-ce que pour eux, là, c'est super pertinent, je pense, parce que
Si tu vas chez eux, c'est peut-être justement parce que tu en as ras-le-bol des autres manières de faire. T'es- tu veux faire les choses hors cadre, différemment. Briser un peu les Et codes. exactement. Du coup, enfin bref, il n'y a pas de vérité absolue, évidemment. Point suivant, chatbot et intelligence artificielle. Ils disent qu'ils n'utilisent pas ça pour te convertir. Moi, c'est à double tranchant. Je trouve ça assez intéressant d'utiliser les outils de maintenant. Il y en a qui sont plus puissants que d'autres. Euh, je trouve ça bien de mettre en place des chatbots automatiques sur WhatsApp, Facebook, Instagram. Des fois, je trouve ça un petit peu chiant quand tu arrives sur un Insta avec la réponse automatique que tu as déjà eue la semaine dernière parce que tu as parlé à la même personne. Hop, ça revient encore une fois. Au bout d'un moment, c'est un peu lassant. Ça serait bien qu'il y ait une détection de si tu l'as déjà reçu une fois, tu la reçois peut-être pas à chaque fois Mais que tu parles. il faudrait te traquer pour ça. Mais ouais, voilà. Et donc ça pose d'autres problèmes. Après, le chatbot Facebook, ça nécessite de mettre le script sur ton site web. Donc, c'est un script Facebook, etc. Donc, après, à toi de revoir CF, ce qu'on a vu, ce dont on a parlé plus tôt. Par contre, moi, il y a des outils que je trouve assez intéressants, dont un que je vais peut-être mettre en place dans peu de temps. Ça s'appelle Video Ask. C'est Typeform qui fait ça, donc les quiz assez fancy. Et pour le coup, ça permet vraiment de. C'est comme un espèce de formulaire conditionnel, mais avec ta tête. Donc, tu parles, tu recordes une vidéo, et en fonction des questions que tu poses et des réponses de l'utilisateur, des réponses soit par clic, soit audio, soit vidéo également, on t'emmène vers une personnalisation de ton expérience euh, jusqu'au produit final, donc que ce soit une prise de contact, un produit ou n'importe quoi. Je trouve ça assez cool dans l'engagement client. Tu vois le ton de la personne, tu vois sa tête, tu as l'impression qu'il te parle en vrai. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant dans le monde d'aujourd'hui. Et il n'y a pas de Google derrière, de Facebook derrière, c'est autre. Donc, je trouve ça intéressant pour ça. Moi j'aime bien le parti pris, en tout cas là le parti pris s'il n'y a pas de robot, c'est parce qu'il y a on est des humains et on a envie de faire ça en one-to-one ou quoi. Et si on applique ça au SPI, c'est, je pense, quand tu fais des tours, mettons d'une distillerie, les gens sont très sensibles quand c'est, mettons, le maître distillateur ou quelqu'un qui est vraiment impliqué dans la prod, qui fait la visite, versus quelqu'un qui est juste là, attaché à faire des visites et qui au quotidien n'a aucune idée qui le fait pas, quoi. Donc je pense que c'est cool. Pareil, quand tu vas à une dégustation, il n'y a peut-être pas le même ressenti. Et je pense que c'est un bon truc aussi pour promouvoir sa marque, c'est d'y aller en personne, quoi. Dès que tu as quelqu'un qui te représente sur une dégustation, ça n'a pas la même efficacité que si c'est toi, le producteur, quelqu'un vraiment impliqué dans le projet en direct, quoi. Je veux dire, enfin, dans le projet en termes matière, production. C'est tout de suite, tu vas plus toucher la corde sensible côté émotion parce que tu vas parler de ton produit pas du tout comme un commercial qui lui est plus ok, il y a ça comme ingrédient, puis on a cette méthode super fantastique, unique au monde. Tu vois, là non, ça va être Après, les autre chose. commerciales peuvent être très expérimentés aussi. Hein. Oui, mais tu sens, enfin, dès que tu creuses, quand tu veux poser des questions un peu plus poussées et que la personne en face est là, ah mince, enfin, faut que je me renseigne, tu vois, c'est quand même moins cool. Et si t'es une marque qui démarre, je pense qu'il y a pas photo, quoi. C'est chiant, mais enfin, parfois c'est chiant hein, de devoir et produire et communiquer et machin. Mais il n'y a pas photo, quoi. S'il faut aller chercher les gens un par un pour les convertir, vaut mieux ça qu'un bot, quoi. Ouais, cette idée de donner parole aux gens, aux producteurs et à ceux qui sont dans les coulisses, ça me fait beaucoup penser au QR code, aux bouteilles parlantes, à la réalité augmentée.
qu'on voit de plus en plus sur les étiquettes de produits où tu le scannes avec ton smartphone et puis tu as des expériences dans ton mobile qui se passent. Je pense que c'est une belle manière d'utiliser l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, plus que pour récupérer des données et de la reconnaissance faciale et compagnie. Je pense que c'est bien d'utiliser ça dans cette démarche-là, de donner parole aux producteurs, aux gens qui ont créé le produit. Et c'est assez nouveau, ça fait un peu écho à cette volonté de transparence, d'authenticité qu'on recherche beaucoup dans ce monde moderne. Et je trouve ça plutôt pas mal. Avant, dans des grosses boîtes ou dans des grosses marques, c'est pas forcément la personne qui est dans la salle d'embouteillage ou dans la chaîne de production qui va parler. Et c'est bien dommage. Et là, je trouve ça assez intéressant de pouvoir donner parole à tout le monde dans la société. Ça donne aussi une culture de marque plus ouverte, plus cool. Et ça valorise les gens, les employés aussi en interne dans les équipes. Donc, ça peut être une manière cool d'utiliser ça. T'es en train de décrire toute la com actuelle d'Amazon. Ah ouais? Ah mince. Ouais, je sais pas, ils font beaucoup de pubs où c'est des employés qui montrent combien ils kiffent leur boulot dans les entrepôts. Ouais, tout est basé Ils là-dessus. sont obligés, parce que vu le nombre de docu qu'il y a dans les entrepôts. C'est la marque employeur finalement qui s'exprime. C'est regardez, les gens, ça se passe bien quoi, pour eux, tout va bien. Ouais. Ils sont obligés parce qu'on les tacle par derrière. Et puis, mais bon, Amazon, on va pas passer trop de temps à parler dans ce podcast. Voilà, cliquez sur mes liens affiliés Amazon, s'il vous plaît. Allez, on passe là-dessus. We don't ask you to join yet another webinar to learn some secrets. Bon, on va pas la refaire, on en a déjà parlé. Ouais, même chose que tout à l'heure. Webinaire. Voilà, mais voilà, c'est pas un mal en soi. Non, pas du tout. Si le contenu a de la valeur et que c'est pas juste, effectivement, comme ils disent, le côté on t'en donne 3 miettes pour que tu payes derrière pour en savoir plus. Si j'applique ça au SPI, c'est pas, la démarche est généralement pas là. C'est juste au contraire, on va tout te donner là pour que tu aies envie d'adopter nos produits. Ouais, et puis les gens sont plus dupes. Je pense que tout le monde sait comment ça fonctionne. Donc, on part de ce constat, on se dit, OK, on fait les choses différemment et plus naturellement et plus généreusement. Point suivant. We don't participate in any link buying to game search engine. Bon. Là, je sais pas, bon, ça revient au côté, on fait pas de pub, ouais. Et on n'essaye pas de manipuler les bots Google pour avoir plus de trafic, quoi. Puis du coup, c'est marrant, même s'ils mettent, ils mettent en avant DuckDuckGo. Donc je pense que c'est intéressant. T'as des producteurs qui font ça aussi, qui vont dire ah nous on se source pas comme machin, nous on fait ça comme ça, ou d'aller te dire bah nous on cultive nous-mêmes nos trucs quoi. On utilise Ecosia pour planter des arbres au lieu de Google, ou on utilise Quant pour les données privées. DuckDuckGo c'est un moteur de recherche pour ceux qui sauraient pas. C'est une alternative à Google. Exactement. Suivant. Ok, il nous reste quelques points. Ouais, j'ai plus compté là. Ah, un qui ne nous correspond pas du tout. We don't have a podcast or video channel. Enfin, je sais même pas si on va en parler parce que là, pour le coup, pour moi, c'est magnifique. Limite, je l'aurais pas mis dans leur outil marketing là, dans ce poste-là. Alors, moi, je comprends pourquoi ils le font et la manière dont ils le font est je trouve positive parce que en gros, c'est pour dire ils sont deux, ils ont plein de boulot. Et que finalement ils le font pas, c'est pas parce qu'ils sont pas cool, machin, c'est surtout parce qu'en fait ils choisissent leur. Il y a écrit You need to pick your spots. Ouais. Donc l'idée c'est, nous on a décidé de se concentrer sur la qualité du produit
Plus que sur tout le côté fancy. Hey, coucou, on fait un podcast, on discute, c'est super sympa. Et derrière, le produit est pourri. Donc je trouve ça sur la manière dont c'est amené, même si nous on fait un podcast, mais en même temps on n'est pas dans la même démarche. Mais si t'es producteur et que tu fais pas de podcast, c'est cool parce que ça veut dire que tu passes plus de temps à faire tes produits et à faire qu'ils soient bons et à sourcer et à machin plutôt que ça. Et si je faisais un parallèle, il y a peut-être aussi des producteurs qui justement ne font pas de salon, ne font pas de... Ils s'emmerdent pas avec tout ça parce que justement ils veulent rester... Nous, c'est le goût. Voilà. Ouais. C'est un peu old school, mais après, est-ce que ça marche? Est-ce que ton produit, s'il n'est pas goûté, si on n'en parle pas, tu peux faire le meilleur produit du monde, mais bon... Ah oui. Mais c'est peut-être ça aussi, c'est le côté, on en revient toujours, peut-être que du coup tu vas convertir des gens qui sont venus de manière proactive te chercher parce qu'ils cherchaient autre chose, ils cherchaient quelque chose qu'on ne trouve pas justement partout comme ça. Il y a le côté peut-être tu peux cultiver un côté un peu élitiste aussi, de te dire tiens, c'est un peu, tu peux faire le parler avec la musique aussi, tu vois, tu te dis ah tiens, moi je connais ce petit groupe et tout que personne ne connaît. Les mecs un jour ils explosent et tu dis ah ouais, moi je les connaissais, là je les ai vus à la salle des fêtes de Courbevoie et tout hein. Et dès qu'ils explosent, tu les aimes plus. Voilà, et du coup peut-être ça peut être une stratégie hein, dans l'esprit, je sais pas, tu vois, d'aller toucher le geek, se dire ah putain il y a ce mec là, il fait son distillat là dans une caverne et tout, tu sais même pas, enfin l'effet speakeasy aussi, tu vois. Ouais, donc voilà, donc si après, tu le fais pas juste par rejet, genre c'est nul les podcasts, bon, c'est cool. Je connais pas beaucoup de gens qui le font par volonté de pas le faire. La plupart, c'est juste des gens qui ont la flemme ou qui sont au Moyen-Âge en termes de démarche marketing ou communication. Donc, mais de gens qui sont foncièrement contre et qui le proclament et du coup, c'est pour ça qu'ils font pas ça. Là, j'en connais pas énormément. Ouais, parce que c'est un truc de jeune. C'est une mode. C'est juste une mode. Peut-être. Mais voilà, si c'est pour se focus sur le produit, moi je trouve que c'est bien amené. Yes. Point suivant, on en a déjà parlé. Alors au bout d'un moment, il radote un petit peu. Là, ça parle de targeting et en gros, ils disent on ne sait pas qui vous êtes, et où vous habitez, etc. Donc c'est pour tacler un peu Google et Facebook sur les données démographiques. Après, je trouve là c'est peut-être un peu maladroit peut-être, parce que c'est intéressant de montrer justement de l'intérêt pour surtout quand tu es dans une démarche comme ça un peu alternative. Je trouve que c'est cool de montrer de l'intérêt pour ceux qui utilisent ton produit, du coup alors d'une manière différente que de les traquer et compagnie, mais j'imagine qu'à un moment eux-mêmes ils traquent leur trafic sur leur site avec leur propre outil. Ouais, je pense que ça me paraît légitime. Et même sans savoir qui sont les gens, c'est quand même légitime s'ils cherchent à comprendre ok, les gens qui utilisent ce produit, c'est plutôt telle catégorie, et puis voilà, tu vois, est-ce que c'est que des punks qui utilisent ça, ou est-ce qu'il y a un mouvement autre, quoi? Ouais. Dernier point. Allez. Allez, dernier point. We ignore all other unethical proposals we see in our inbox. Ouais, ça me paraît plutôt légitime aussi. Ouais. Là, s'il n'y avait pas ça, ça annulerait tout ce qu'ils ont dit avant. C'est sûr. En tout cas, il y a pas mal de points. Alors, on peut être d'accord ou non avec tous les points cités ou pas. L'idée, c'est que c'est un outil assez cool, que j'ai beaucoup apprécié cet article, que je trouvais ça très intéressant, parce que quand on regarde le titre de l'article, c'est un titre qui est
qui est cliquable à fond. C'est un article que tu as envie de cliquer parce que tu as envie de connaître les best practice marketing. Sauf qu'en fait, quand tu lis l'article, hein, tu te rends compte que c'est les best practice marketing auxquels ils n'adhèrent pas. Donc, je trouve ça plutôt bien joué, plutôt provoque. Il y a un petit côté rebelle que je kiffe bien dans la manière dont c'est mis en place. Moi, ça m'a donné aussi des idées perso pour mes propres valeurs et convictions sur le site de Studio Black Sounds, que vous pourrez aller voir si vous le souhaitez, parce que j'ai fait un lien direct avec cet article-là quand je parle de Plausible. Mais en tout cas, je trouve ça plutôt intéressant et j'aime bien ce côté nous, on fait pas ça, on préfère ça. Je trouve que c'est une belle manière aussi de faire du storytelling pour des marques, de mettre d'abord en avant ce qu'on n'aime pas pour mettre ensuite en avant ce qu'on aime ou ce qu'on fait. Ouais, ça marche bien de dire qui on n'est pas pour définir qui on est. Moi, je trouve globalement le truc intéressant parce que, en gros, le message, c'est de dire t'es pas obligé de faire comme tout le monde pour réussir. C'est pas parce que t'as telle et telle marque concurrente ou même toutes les marques concurrentes qui adoptent une stratégie, une manière de faire parce que ça a toujours été comme ça, parce que ceci, cela, qu'il faut suivre le train en marche. Tu vois, tu peux aussi tracer ta route à côté. C'est pas parce que tout le monde demain se met à faire, je sais pas, des pink vodka qu'il faut faire une pink vodka. Tu vois, peut-être que justement tu vas te démarquer parce que tu vas arriver en disant j'ai fait une vodka transparente. Voilà, ce qui est unique dans le contexte actuel. Et voilà quoi, ou peut-être si les gens font du rose, toi tu fais du bleu et tu dis fuck à tout ça quoi. Donc voilà, il y a plein. Ça me fait penser à Seth Godin qui a écrit son livre Purple Cow, la vache violette, en gros, qui dit qu'il faut se différencier, que le mass marketing c'est boring et qu'il faut pas être ennuyeux et qu'il faut avoir un produit remarquable. Donc un appel je crois que c'est même ça. À vous tous. Ouais. Côté un appel à vous tous pour faire un produit mémorable, remarquable, qui sort de l'ordinaire, qui est positionné différemment, qui ne suit pas forcément les tendances, les lignes de conduite, les codes, etc. Ça me semble, à faire pour demain. Comme disait Coluche, je crois, ce n'est pas parce qu'ils ont tous tort qu'ils ont forcément raison. Voilà, je ne sais pas si c'est lui, mais je trouve que... Parfait pour clôturer. Voilà. Merci Coluche. Ciao.